Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, est très certainement l'un des collègues de travail les plus polyvalents et je dirais même les plus ambivalents qu'il m'a été donné de côtoyer. Il peut à la fois être aussi zen qu'un moine tibétain et l'instant suivant aussi intense qu'une rockstar. C'est un animateur, un comédien, un chanteur, un musicien, un conférencier, un auteur, un DJ endiablé et un athlète hyper discipliné. Mais ce qui le rend unique, c'est surtout que depuis ces dernières années, même depuis plusieurs années, il se dévoue pour les personnes handicapées, les mal-aimés de notre société et accompagne même des enfants en fin de vie. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Vous êtes témoin d'une sacrée émission parce que c'est pas un invité que je reçois aujourd'hui, c'est un presque frère, Jean-Marie Lapointe. Merci d'être là, mon Johnny. Ça fait plaisir, mon beau garçon. Hey, on a fait 510 des Fils à papa, mon Jean-Marie. C'est vrai? Je me souvenais pas qu'on avait fait autant, toi et Moi moi. non plus. 510 émissions. 510. Où t'es allé chercher l'info? Bien, sur le site Internet d'Avanti, qui était notre maison de production à l'époque. Ouais. Ça a été une époque, comment je te dirais, d'abord, écoute, tu le sais, c'était intense. Hein? C'était une quotidienne d'une heure à tous les jours à TQS à l'époque. En direct. En direct. Nous avons été matchés, mariés même, de façon assez particulière. Tu peux peut-être le rappeler. Comment est-ce qu'on s'est retrouvés, toi et moi, avec les Fils à papa? Bien, avant que ça s'appelle Les Fils à papa, c'était Coup de cœur. Il y avait Martine Baudet qui était la co-animatrice. Moi, j'animais et tu étais notre vadrouilleur, notre espèce de comment je pourrais dire, notre courroyeux d'événements. Tu faisais tous les événements showbiz. Bien, ça, pourquoi aussi? Tu étais connu déjà, c'était ta signature. On te connaissait dans les médias avec Serge Belair, l'émission que tu avais animée aussi à la radio. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui connaissait le showbiz. Alors, tu t'es greffé à l'émission et vite, on a tout de suite compris qu'on avait quelque chose. Ça avait une chimie, toi et moi. Ah oui, c'est clair. Puis, ton père avait été un de nos invités. Il avait parlé de vous devriez faire une émission. Est-ce que tu me permets de faire l'imitation de mon père? Oui, oui. OK. Alors, on invite mon père. Ton père aussi était venu, avait été un de nos invités. Oh, ouais. On fait l'entrevue avec Édouard et tout ça. Puis à un moment donné, on s'en va dans la pause et notre producteur, un de nos producteurs était Jean Bissonnette. Ouais. Et pendant la pause, Édouard s'en va vers Jean Bissonnette et il lui dit « Tu sais, tu devrais réunir Jean-Marie et Éric et ça pourrait s'appeler les Fils à papa. » Et c'est comme ça que Jean Bissonnette il a fait « Hey! Ouais. » Tout un flash. Donc, on a fini la saison Coup de cœur, de l'émission Coup de cœur, et ensuite, on est revenu, toi et moi, à la co-animation. Puis on a fait 3 saisons comme ça. 3 saisons, 510 émissions. Jean-Marie, on n'a pas beaucoup fait d'émissions depuis Les Fils à papa. Toi et moi, je pense qu'on en a fait une seule. Je pense que j'avais fait M. Showbiz avec toi à un moment donné. À Oui. TQS, je pense que je t'avais invité. Oui, je me souviens. Et en lisant ton livre, parce que tu viens de faire paraître une biographie, Jamais je ne t'oublierai, c'est bien ça, Je ne t'oublierai pas, excuse-moi. Je me suis dit, mon Dieu, comment ça se fait que je connais si peu mon ami Johnny? Je te connais beaucoup, mais en même temps, tu te dévoiles beaucoup dans ce livre-là. D'ailleurs, je vais vous le montrer à l'écran tout de suite. Oui. Je ne t'oublierai pas. C'est le deuxième, hein? Tu avais fait le voyage de pêche. Oui, mon voyage de pêche, ça a été publié dans le temps des Fils à papa. C'est ça, exactement. En 99, Ouais. 2000. Puis, le voyage de pêche, c'était vraiment un hommage que je voulais rendre à mon père, mais de son vivant. Contrairement à, par exemple, Alexandre Jardin, qui avait écrit Le Zubial, qui rendait hommage à son père, mais son père était décédé. Bien, je voulais pas faire un hommage posthume. Moi, je voulais vraiment rendre un hommage de son vivant. Puis, c'était une super aventure, l'écriture de ce livre-là. C'est une belle thérapie aussi. C'est très thérapeutique écrire. Mais de rendre hommage à mon père, ça a été une aventure extraordinaire. Et je m'étais toujours dit, parce qu'on me posait souvent la question, est-ce que tu vas écrire un deuxième livre? Vas-tu avoir une suite, un tome 2 à Mon voyage de pêche? Je dis, bien, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait donner, mais je sais que moi, je marche au coup de cœur. C'est-à-dire que quand je suis habité par un projet, je plonge dedans, j'écoute mon cœur puis je le fais. Que ce soit un album de musique que j'ai déjà fait, de faire un show justement avec mon père, tous les projets que je fais, c'est des projets qui m'habitent. Et ce projet-là, je ne t'oublierai pas, c'est la même affaire. Depuis les 10-15 dernières années,
c'est venu aussi lors d'un lunch avec Lison Lescarbot, qui était directrice de l'édition chez Libre Expression. Puis, on avait été au cégep ensemble. Alors, on est allé luncher un vendredi midi, et on s'était tout de suite mis d'accord que c'était pas un projet d'écriture qui animait cette réunion-là, c'était des retrouvailles. Juste, tu retrouves une vieille chum d'école. Exactement. Puis, Lison avait vu quelques entrevues que j'avais données à la télé, puis elle avait été, je pense, touchée par cette espèce de quête de sens qui m'habitait. Elle dit, Jean-Marie, on te voit moins dans les médias, tu es quand même présent, mais il y a quelque chose que tu vis en parallèle qui est très intime à toi, puis ça me fascine. Ça, j'aimerais ça connaître ce Jean-Marie-là. Je dis, ben écoute, c'est simple, le Jean-Marie que tu décris, c'est quelqu'un qui existe par les liens qu'il a avec les autres. Par le bénévolat, effectivement, par l'accompagnement de fin de vie, par la rencontre des personnes qui ont des limitations, des handicaps ou des défis sportifs. Bref, si j'étais pour écrire un livre, j'aimerais rendre hommage à ces petits maîtres-là, ces petits et ces grands maîtres-là. Ça te ressemble tellement de revirer le spot sur quelqu'un d'autre plutôt que toi? Bien, de toute façon, quand tu décris une personne, si tu dis à telle personne, prends Johanna Comtois, par exemple, qui est une petite jeune qui est décédée du cancer, si je dis à Johanna, je ne t'oublierai pas, forcément, ça va faire que je vais parler de moi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai en moi que je n'oublierai pas? Qu'est-ce qui fait que tu m'as marqué pour que je puisse te dire, je ne t'oublierai pas? Bien, c'est ça le livre. Donc, forcément, c'est que ça passe par un canal qui est moi. Ouais. Mais oui, je rends hommage à des gens qui, malheureusement, sont peut-être pas assez dans la lumière qu'ils méritent. C'est des gens qui sont extraordinaires, ils sont riches, ils sont lumineux, ils sont inspirants, mais pas grand monde les connaît. Bien, ça serait le fun de les faire connaître. Ouais. Ça, c'est bien noble de ta part, puis ça te ressemble. D'ailleurs, je disais que quand tu marchais sur le trottoir, tu remerciais chaque dalle de trottoir sur laquelle tu mettais le pied. Ça, c'est mon ami Jean-Marie. En même temps, en mettant le spotlight sur les autres, ce que ça fait, c'est que ça vient un peu oublier le gars que tu es. Et je te dirais que tu es fascinant. Je l'ai dit. Tu es non seulement polyvalent, mais ambivalent. Tu es aussi intense qu'une rockstar. Tu es aussi zen qu'un moine tibétain. C'est toi, ça, Jean-Marie. Ouais. Et ce que j'ai appris dans ce livre-là, c'est que depuis la fin des Fils à Papa, toi et moi, on l'a pas eu facile. Au niveau de notre carrière? Au niveau de notre carrière, au Ouais. niveau de notre vécu humain, là, Oui. notre expérience humaine, et qu'on a quand même passé à travers ça en apprenant de grandes choses. Et c'est ce que tu nous livres, je pense, dans ce livre-là. Une des affaires que j'ignorais de toi, puis tu vas voir comment on a des affinités, toi et moi, c'est que tu as fait une tentative de suicide à l'âge de 25 ans. Ouais. Tu m'en avais jamais parlé à moi. J'ai fait exactement la même chose au même âge que toi. Aïe, aïe. Ouais, Ah, wow! À 25 ans. à 25 ans. Qu'est-ce qui t'habitait à ce moment-là? Je savais mais que c'est le t'allais me fun. le virer Mais ça non, de mais bord. on s'en parle. Qu'est-ce que tu vivais pour que ça te permette de penser que la seule solution pour t'en sortir, c'est de t'enlever la vie? Bien, c'est un grand désespoir. Quand tu arrives là, si tu le sais, c'est un grand désespoir. Ouais. Et ce que tu veux tuer, dans le fond, c'est pas toi, c'est le mal, c'est la douleur. Toi, ça a été quoi? C'est exactement comme tu dis. Je pense que la personne qui s'enlève la vie veut pas arrêter de vivre. Si tu lui donnais le choix entre vivre puis d'être libéré de ta souffrance ou de tes démons ou mourir, c'est pas mourir que tu veux, Non, c'est non. d'arrêter de souffrir. C'est ça. Et les moyens que tu as utilisés ou tentés avant n'ont visiblement pas fonctionné puisque tu es rendu à la dernière porte. Alors, il y avait ça qui m'habitait, il y avait un désespoir, il y avait probablement une dépression, il y avait un sentiment d'être inutile, pas aimé, pas à la hauteur probablement des attentes que j'avais pour moi à ce moment-là. Et que les autres ont pour toi. Tu es le fils de Jean Lapointe. Ouais. Effectivement. Ça pèse dans la balance, je pense, non? Bien, clairement, avec un père comme le mien, c'est quand même quelqu'un qui est un monument. C'est un monument national, Ouais, mon père. c'est ça. Tu sais. Mais je ne sais pas si à ce moment-là, c'était la pression d'être le fils de Jean Lapointe qui m'habitait au point d'être déprimé. Je ne penserais vraiment pas. C'est quoi donc? Par contre, je sais que ma mère avait un grave problème d'alcool à ce moment-là. Et ça, c'était très, très, très pénible à voir et à vivre et à subir. Sentiment d'impuissance. Oui, face à ma mère. Mais j'avais carrément juste un sentiment de ne pas exister et que si je devais quitter cette terre, il n'y aurait pas grand monde qui s'en serait plaint ou qui s'en serait même pratiquement aperçu. J'avais vraiment un problème de confiance, d'amour-propre, puis probablement aussi de souffrance morale et psychologique. J'étais vraiment mal en point. On dit qu'on souffre à la mesure de notre orgueil. Est-ce que tu adhères à ça?
C'est vrai que parfois, on peut avoir des peines puis qu'on peut avoir des souffrances qui sont très narcissiques, très nombrilistes. On pense à soi, on pense trop à soi. C'est un sentiment exacerbé, je pense, de cet amour-propre-là. Je pense qu'il y a une différence entre d'avoir de l'estime personnelle et d'avoir de l'arrogance. Et la limite, parfois, elle est très, très mince. Très fine, comme un cheveu même. Comme un cheveu. Puis, à ce moment-là, je pense que d'avoir de l'estime de soi, de connaître sa valeur dans son cœur, je pense que c'est ça qu'on doit enseigner à des jeunes pour les prévenir justement des tempêtes puis des moments, des passages à vide. Parce qu'effectivement, quand tu as confiance en toi, tu as une estime personnelle qui est juste correcte, qui n'est pas exacerbée, tu peux te dire, je vais passer à travers cette épreuve-là. Je vais subir l'opération qui n'est pas facile, mais je vais m'en sortir. Ou encore, bon, tu te fais abandonner, ta blonde ou ton chum te laisse. Je pense que c'est l'équilibre. Hein? C'est le principe d'un trépied. Je veux dire, si tu as un bel équilibre et tu as un bon rapport avec ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie sentimentale, tu es solidement planté. Ça, c'est le tabouret, en fait. Le tabouret? Oui. La métaphore du tabouret. C'est ça. Donc, je pense qu'il a fallu que je passe par cette étape-là pour faire grandir mon cœur. Je pense qu'il n'y a rien comme une dépression, un burn-out, une tentative de suicide pour te rapprocher de ton cœur et ultimement te rapprocher de la souffrance de l'autre. Puis c'est ça la quête que tu as dans ta vie? Parce qu'il y a ta mère qui est morte l'année suivante. Oui. Puis ensuite, est-ce que ta démarche personnelle, c'est ça, dans le fond? C'est une fois que tu as goûté presque à la mort, tu fais « Attends, il faut que je goûte à la vie, là. » Je pense que oui, il y a un peu de ça. Mais si je regarde, par exemple, ma vie comme bénévole, comme accompagnant de fin de vie auprès des enfants et des ados, et ça s'est fait quand même avec une formation, avec des lectures, avec des ateliers, il y a des tests psychométriques. On ne te met pas entre les mains d'une famille où on ne met pas un garçon entre tes mains ou un jeune garçon en fin de vie si tu n'es pas solide. Mais je te dirais que de côtoyer la maladie, de côtoyer la mort, de côtoyer les handicaps, les limitations, ça te permet une chose, et il y a comme un mouvement magique qui se crée en même temps, c'est que ça te fait apprécier encore plus la vie. Parce que tu as un rappel presque au quotidien de la vie est fragile. Ça se peut que ça s'arrête rapidement. La chose est sûre, c'est que tu vas mourir. Ça, Jean-Marie, je l'ai compris il y a longtemps. Tu sais que tu vas mourir, mais tu ne sais pas quand. C'est la seule certitude. On sait qu'on va mourir, puis la certitude, c'est qu'on ne sait pas quand. C'est ça. À quel moment ça va s'arrêter? Ce que tu as vécu et ce que tu dévoiles aussi dans ce livre-là, je ne t'oublierai pas, c'est que tu as souffert de dépendance affective et que ça t'a amené dans un bas fond absolument terrible. Ouais. Que j'ai moi-même connu, là encore, Ouais. tu vois, on se retrouve. Et tu le sais parce que moi, je le vivais au moment où j'étais avec toi, avec les fils à papa. Ouais. Comment ça fait que mon exemple ne t'a pas aidé? Je me suis posé la question. C'est la même chose que lorsque tu as un père ou une mère alcoolique ou toxicomane, puis tu penses que leur consommation est absolument débile, à aucun sens, c'est maladif, et toi, tu te dis, moi, je ne tomberai pas dans ce panneau-là. Tu sais, parce que moi, ça va être différent. Moi, je vais être correct. Ouais. Moi, je vais être capable de gérer mes affaires. Tu sais. Ça arrive de façon très insidieuse et que, oui, même ton exemple, quand ça t'arrive à toi, on dirait que c'est tout le temps différent. On dirait que toi, c'est pas pareil. Quand ça t'arrive à toi, c'est pas pareil. C'est ça. Puis les conditions sont pas les mêmes, mais que tu te trouves finalement enlisé dans une espèce de marasme hallucinant, émotif, tout croche, t'en perds tes moyens. C'est là que moi, c'est après coup que j'ai réalisé, tabarouette, mon pattern ressemble donc bien à celui d'Éric, mais il y a 10 ans. Et celui de ton père? Oui. Ouais. Parce que ton père a aussi eu la fibre sensible pour la femme. Oui, tout à fait. Pendant longtemps, ça lui a coûté plusieurs mariages, ça lui a coûté une partie de sa fortune, j'imagine aussi. Bien, je ne sais pas si ça lui a coûté des mariages. Mon père fait partie d'une génération d'hommes que lorsqu'il est en relation avec une femme, ça prend pas de temps qu'il a marié. C'est vrai. C'est comme ça. Vrai. Je pense pas que c'est des... Mon père, tu vois, à part sa première femme, qui a marié à l'époque obligée, parce qu'elle était tombée enceinte. Qui est ta mère? Jeune. Non, pas ma mère. Avant. Moi, j'ai 3 demi-sœurs. C'est vrai. D'une première union de mon C'est père. vrai, c'est vrai. Mais ma mère est décédée. Ouais. Donc, sa deuxième femme qui a choisi, qui a marié, est décédée. Cécile, avec qui il était par la suite, du temps qu'on s'est connus dans les fils de papa, elle est décédée. Là, il est avec Mercedes. Donc, c'est pas des mariages et c'est pas des divorces qui lui ont coûté cher. C'est qu'il a perdu des femmes qu'il a aimées. C'est ça. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es jamais vraiment engagé, que tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas eu de famille? As-tu l'impression que c'est une espèce d'effet du balancier? Tu vois ton vieux, tu fais « Ah, shit, je m'en vais pas là. » Non. Non? Non, pas du tout. Je pense carrément, je suis un éternel romantique, passionné, amoureux. J'aime être en couple.
Puis quand je suis pas en couple, j'aime trop les femmes. Alors, je peux juste te dire que mon intention, c'est de rencontrer l'amour encore. Ouais. Est-ce que j'ai pris le bon chemin et j'ai-tu ouvert les bonnes portes pour rencontrer l'amour? Pas sûr. Ben, en tout cas, de ce qu'on lit dans le livre, non. Non, puis deuxièmement, je pense que j'ai privilégié la sensation versus la relation. C'est vrai. J'ai cherché la séduction, j'ai cherché à m'envoyer en l'air avec des belles femmes, j'ai tripé, j'ai aimé séduire. Ça m'a donné un sentiment de high et de contrôle, parce que c'est toi qui cales les shots. C'est vrai. Mais alors que plus tu essaies de contrôler ta vie, plus tu es en train de la perdre, puis tu es en train de perdre le contrôle, tu sais. Tout à l'heure, tu me demandais pourquoi est-ce que tu souris pendant que je lisais ton livre, parce que j'essayais de trouver une page. Je me suis dit, mon Dieu, mon ami Jean-Marie, il est toujours dans le contrôle, parce que je voulais savoir quelle page j'allais lire. Non? Oui, T'as senti ça comme un contrôle? Mais j'ai toujours senti ça chez toi. Mais Ah c'est ouais? un contrôle gentil. Tu n'es pas dérangeant, mais tu sens toujours qu'il y a un petit cadre. Là, tu sais. Tu fais juste comme checker un peu l'affaire qui s'en vient. Là. Ah ouais? Bien là, je vais t'amener hors du contrôle. Je t'amène à la page 172 de ton livre. Puis ça va peut-être expliquer beaucoup l'être que tu es. Lis-moi donc ça, où est-ce que c'est marqué entre le petit et l'autre. Tu veux que je te lise tout ça? On a le temps, là? Oui, OK. t'as le temps. Je crois encore à la vie amoureuse, à mon travail autonome, à mon bénévolat, à mon entraînement, à ma liberté, à tout ce que j'ai mis en place dans ma vie. J'ai éliminé bien des choses qui ne faisaient pas mon affaire. Je sais que je n'irai jamais à l'encontre de mes valeurs juste pour faire 100 000 par année. Je suis fasciné par la démarche qu'a faite ma tante Cécile, qui est une religieuse, Ouais. qui est une missionnaire, qui est ma mère Teresa à moi. Comme elle, j'ai envie d'atteindre une sorte de plénitude et d'illumination grâce à la spiritualité et l'entraide. Ma tante ne s'est jamais posé trop de questions. Elle a la foi, elle croit en son Seigneur et je l'admire pour cette raison. J'ai appris d'elle. Aimer les autres, c'est contribuer à soulager leurs souffrances. Je sais aussi que l'important, c'est de faire quelque chose de concret. Grâce à mes actions, j'aide l'autre à moins souffrir et j'en retire du bonheur. J'essaie d'agir sans penser à moi. Je dis bien j'essaie car malgré mes nombreuses heures de bénévolat, je peux affirmer que le véritable don de soi n'est pas chose facile à faire. Et j'ai vu, à Tout le monde en parle, que tu avais parlé de bénévolat égoïste et je trouve que ta définition est extraordinaire et elle est tellement transparente. Dans le fond, quand on donne, c'est parce qu'on reçoit. Oui, puis tu sais que ma réflexion par rapport à ça, je ne sais pas si on a le temps avant d'aller à la pause, mais je te dirais que ma réflexion a mûri un petit peu par rapport à ça. Parce que j'ai lu le dernier livre de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour l'altruisme. Mathieu Ricard est un moine bouddhiste, mais qui était aussi un scientifique de haut niveau. C'est une grande inspiration pour toi. Une très, très grande. Puis j'ai eu le cadeau qui signe la postface de mon livre en plus. Alors, je suis extrêmement privilégié par Mathieu. Mais ce que je peux te dire une chose, c'est que c'est vrai que j'ai une démarche qui semble être égoïste parce que si je m'implique à faire du bénévolat ou à tendre la main à l'autre, c'est que je sais que ça me fait du bien. Mais ma réflexion maintenant en date d'aujourd'hui, en 2014, je suis en train de me dire, mais ma principale aspiration ou intention, est-ce vraiment d'être égoïste? Et c'est là que je pense pas. Et c'est là que je suis d'accord avec Mathieu Ricard, c'est que j'ai l'impression que c'est une conséquence directe d'un geste de bonté qui est posé. Mais c'est dans notre véritable nature d'être humain que de ne pas être insensible à la souffrance de l'autre. Alors, mettons ici, on sait tous les deux qu'on aime faire du bénévolat. Alors, on sait que d'aller remettre des médailles aux défis sportifs aux enfants handicapés, on va triper et on sait qu'on va se sentir utile, aimé et on va être avec du vrai monde. Sauf que, si, mettons, on est ici, on est dans un studio, puis là, on entend un cri de mort qui vient du stationnement. On entend une femme qui semble être en détresse. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on va se dire, « Hey, Eric, ça nous tente-tu de nous faire du bien? On va aller dehors, on va aller tendre la main à quelqu'un. » Tu vas répondre dans la seconde qui suit. Exactement. Ouais. Pourquoi? On est-tu allé chercher le gain ou on a juste répondu à un sentiment qui nous habite, qui est naturel et qui est inné, un réflexe de soulager quelqu'un qui souffre? Je pense que c'est ça qui vient en premier lieu. Et en deuxième, il y a une récompense. Mais de là à dire qu'on s'est levé pour aller se faire une récompense, je suis pas d'accord. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une démarche qui est égoïste, mais je ne pense pas que ce soit l'intention primordiale qui habite un geste de bonté. Mon ami Jean-Marie Lapointe est mon invité. On n'est pas pressé. Fais donc encore ton... 10. On a 10 minutes. Ça fait 15 ans que tu fais les mêmes niaiseries, Jean-Marie. Ouais, C'est pas des farces. ça te fait rire encore. C'est parce que ça me ramène là où on était il y a 15 ans. T'as pas changé. Juste avant que tu fasses ta belle petite présentation, Ouais, c'est ça. t'es niaiseux, Jean-Marie.
Là, c'est mon blog qui s'appelle Avec ou sans pulpe. Es-tu Pulpe. Es-tu pulpeux ou pas de pulpe? Je pense que j'aime bien la pulpeuse. Oui, hein, j'ai remarqué. Ouais. OK, mais c'est plutôt les sujets, en fait. Je demande à mes invités 5 sujets, puis Ouais. on en discute tous les deux. OK, Le c'est premier que tu m'as suggéré, c'est le sport et l'entraînement physique. Oui. Tu m'as toujours fait chier avec tes gros biceps. Puis, Mange la colle. Non, non, je te le dis. Pourquoi je te fais chier? Je te l'avoue. Je t'inspire pas? Ben regarde la shape dans laquelle je suis. C'est pas... Tu comprends? C'est comme c'est Liane et Liane, là, je veux dire, quand je regarde ça, là. Oui, mais en même temps, tu sais, si je regarde ma vie, Ouais. ma génétique, je n'étais pas prédestiné à être en forme. Je veux dire, j'ai été très, très, très malade quand j'étais plus jeune. Tu faisais de l'anorexie boulimie. Oui, mais ça, c'est plus tard. Ça, plus à l'adolescence ou même au début de l'âge adulte. Mais, tu sais, je suis né avec une malformation cardiaque, souffle au cœur, rhumatisme articulaire, musculaire, hernie. Tu sais, j'ai eu une enfance poquée au niveau de la santé. T'as-tu échappé en te sortant, quoi? Sûrement, quelque part, tombé sur la tête, Ouais, ça l'accrocher dans le cadre. C'est ça. Non, mais je pense que si je regarde d'où je viens, puis si je regarde où je suis rendu, il y a eu du travail. Et même, à un moment donné, j'ai frôlé l'obésité, là, tu sais. Puis, pas juste frôlé, je l'étais, là. Attends, Tinours dans les pop et rock, Ben, j'étais drôlement enrobé, là. t'étais à ton Au-dessus de époque... 210, 200 215 livres, là. Et quoi, 9 ans plus tard, peut-être un peu moins, je sais plus. Moi, je t'ai vu avec le vent du Wyoming. Exactement. Écoute, j'étais sûr que t'avais le sida. Tout le monde a pensé dans les années 90, parce qu'en dedans de 1 an, je suis passé de 210, 215 livres à 150, en espace de 10 mois. Alors, comme cette métamorphose-là se fait relativement rapidement dans l'imaginaire et dans l'œil des gens, Ben, si tu vois pas la personne, tout à coup, ta voix, elle est super cote et tout. exactement, les gens pensaient que j'avais le cancer ou que j'avais le sida. Ouais. Effectivement. Mais ça, c'était pour un rôle de boxeur dans le Oui. film de Marc-André Forcier. Exact. Mais t'es un gars d'extrême. Oui. As-tu de la misère à trouver le milieu? Je fais juste poser la question de même, là. Non, mais tu avais vu juste quelque part, je pense que par un besoin de sécurité, on a tendance, les gens qui ont une forme d'insécurité, de vouloir contrôler leur extérieur. Ça nous donne un sentiment de contrôle. Alors, de vouloir être trop discipliné dans la bouffe, dans le sommeil, dans ci, dans ça, de vouloir trop compartimenter ma vie, j'ai perdu un peu le contrôle. Est-ce que tu l'es moins, là? Ben oui, complètement. Parce que dans le temps, écoute, d'un fils à papa, c'était effrayant. À 9h, tu mangeais une affaire, à l'autre, tu mangeais un autre truc. À telle heure, tu avais ton entraînement. Je veux dire, ça devait être infernal pour toi, non? Bien, je te dirais que j'ai encore cette éthique, cette discipline de vie-là, mais sans nécessairement tourner les coins ronds, il y a beaucoup plus de douceur dans ma vie. Et c'est venu probablement à cause du bénévolat, à cause des lectures, la démarche bouddhiste, les Y a-t-il enseignements. quelqu'un qui te dit à un moment donné, Jean-Marie, t'en fais trop? Ça se peut pas que quelqu'un te l'ait pas dit, non? Oui, mais c'est trop par rapport à quoi? Je veux dire, si j'avais à regarder l'horaire de, je sais pas, moi, Pierre-Carl Pelado, il en fait pas mal lui aussi, là, tu sais, Ouais. Julie Snyder, ou peu importe ces gens-là qui exécutent une quantité hallucinante de tâches dans une journée. Est-ce qu'on leur dit qu'ils en font trop? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont capables de gérer leur vie. Sauf que connaissant la vie que tu as, tu n'avais pas nécessairement besoin de ce régime-là aussi draconien. Bien, c'est parce que j'y ai pris goût. C'est-à-dire que c'était peut-être un menu ou un mode de vie d'asset ou très hyper contrôlé pour me permettre d'atteindre un objectif. Bon, une fois que l'objectif est atteint, le tournage est terminé, là, je passe peut-être par une période de quelques années où j'ai flotté, là. Tu sais, j'ai de passer d'un extrême à l'autre, où justement les troubles alimentaires, comportement boulimique, anorexique. Et ça, j'ai plus ça dans ma vie. J'ai plus ce malaise-là à l'intérieur. Je mange quand j'ai faim, je mange ce que je veux, mais je mange pas nécessairement quand je dis ce que je veux. J'écoute mon corps, puis je suis vraiment encadré, dans le sens que je suis comme un petit garçon ou un petit bébé. Il a besoin d'avoir un bon sommeil, une bonne alimentation, j'ai besoin de bouger. Connaissant ça, je fais juste le structurer dans ma vie. Puis quand tu es structuré, ben tu es moins éparpillé. Fais juste regarder l'image, puis je te laisse là-dessus. Regarde une rivière. L'émission n'est pas finie, tu ne me OK, laisseras pas d'accord. là-dessus. Ah, on n'est pas pressé. Tu regardes une rivière Oui. à son embouchure. Quand c'est large, le débit coule à une certaine vitesse. Oui. Mais si tu mets une espèce d'entonnoir à l'extrémité de ton débit, Ça devient ta un torrent. rivière, ça devient un torrent et ça devient hyper focusé, concentré, très puissant. Bien, moi, je suis comme ça. Si je suis éparpillé, je suis partout à la fois, puis je manque de structure, puis je manque d'énergie. Mais quand je suis focusé, je fais les bonnes affaires. Tu as une vie de moine, dans le fond. Beaucoup. C'est pas pour rien que je faisais l'espèce de parallèle avec Ouais. le moine tibétain. Et d'ailleurs, tu es bouddhiste. Oui. On va parler un peu de Mathieu Ricard, tu m'en as glissé un mot. Oui. C'est une grande inspiration pour toi. Oui. Il est lui-même moine tibétain. En quoi te reconnais-tu ou te reconnais-tu dans son œuvre? Bien,
je ne sais pas si je me reconnais tant que ça dans son œuvre, mais je m'en inspire. Mathieu Ricard est officiellement le traducteur du Dalai Lama. Quand le Dalai Lama donne des conférences en français, c'est Mathieu qui traduit pour lui. Toi, tu l'as reçu chez toi, en plus. Oui. Je l'ai hébergé à quelques reprises. Puis quand j'ai l'occasion d'être avec Mathieu, lorsqu'il vient au Québec, bien, c'est toujours des moments assez privilégiés et uniques. Je te dirais, je suis très chanceux et je fais des jaloux. Mais Mathieu Ricard est un homme aussi qui, à travers plus de 150 projets humanitaires dans le monde, fait du bien. Il soulage la souffrance dans le monde entier et c'est fait par un moine. Oui, maintenant, il y a un réseau de donateurs. Il y a plein de gens qui se sont greffés à sa cause parce qu'on y croit. C'est un gars intègre, c'est un gars cohérent. Il est comme Gandhi. Lui, là, ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est en harmonie. C'est cohérent. Et Mathieu Ricard est un moine, donc il n'y a pas de bien matériel. Ce qu'il a, par contre, sert à ses projets. Oui, il y a quelques ordinateurs, oui, il y a quelques appareils photo, mais c'est un photographe, il fait des livres. Ils sont au 21e siècle, les moines, aujourd'hui. Là. Oui, puis il est très moderne dans cette façon de fonctionner-là. Mais il m'inspire parce qu'il donne son temps, son argent, ses droits d'auteur. Tous les cachets qu'il ramasse dans ses conférences vont à sa cause, vont à sa fondation. Puis je te parle de la plus grande ironie qu'il n'y a pas entre toi et moi par rapport à ça. C'est que moi, je me suis rendu dans la caverne, là où Bouddha a fait sa méditation pendant 6 ans, et là où il a eu son illumination sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya. Bodh Gaya. Là où tu n'as pas été encore. Pas encore. Alors que moi, tu vois, je n'étais pas vraiment animé par ça, et j'ai quand même été sur place. C'est drôle quand même qu'on se soit, toi et moi, croisés. Ouais. D'une certaine façon, là, dans ces croyances-là aussi, à chercher quelque chose de plus grand, de plus utile à faire que simplement de faire ce métier-là. Bien, je pense que c'est aussi une quête et de gain. Je pense que de faire ce métier-là, de gagner sa vie, faire de l'argent, d'être connu, d'être populaire, tout ça, c'est des conséquences. Ça ne devrait pas être un but en soi, parce que si c'est le but, tu vas être déçu. Oui, c'est clair. Ça. Par contre, c'est des moyens. Et je pense que pour donner un sens véritable à sa vie, tu n'as pas le choix de passer par l'autre, de penser plus à l'autre. Si tu veux être misérable, pense juste à toi. C'est ça. Si tu veux être heureux, pense plus aux autres. Donc, de là, on s'en va jusqu'au bénévolat, okay. qui est la trame de base de ta vie maintenant. Non? Actuellement? Tu gagnes pas mal moins d'argent que tu en gagnais. Est-ce que je me trompe en disant que tu es beaucoup plus satisfait en tant que personne parce que tu donnes, justement, plutôt que de prendre d'une certaine façon? Bien oui, je pense que l'exemple est là. J'ai l'impression que j'ai déjà fait, oui, beaucoup plus d'argent par le passé et j'ai un sentiment d'être plein. J'ai un sentiment de plénitude, j'ai un sentiment d'être à ma place. Tu sais, l'expression « t'es-tu sur ton X ». Sur ton X, oui. T'es-tu sur ton X dans ta vie? Ben oui, pas mal. Le défi, je pense, ça a été de voir comment s'adapter à cette vie-là parce qu'effectivement, de passer d'un salaire dans les 6 chiffres à parfois avoir de la difficulté à faire des années de 30 000 ou 40 000 c'est pas facile. Puis même, je te parle des années pas si mauvaises. Là. Il y a des années qui étaient pas mal plus difficiles que ça. Puis j'ai dû me prendre une marge de crédit, j'ai dû me trouver des moyens pour continuer de vivre. Et aussi, je pense, puis je terminerai peut-être là-dessus sur cet exemple-là, c'est peut-être des tests que la vie t'envoie, à savoir, tu tiens-tu vraiment... Es-tu capable de passer à travers ça? Tu tiens-tu vraiment à faire de cette vie-là une vie d'amour pour les autres? Mais tu me fais d'abord un très beau lien vers le dernier de tes sujets, qui est le mode de vie. Oui. Tu l'as connu, le mode de vie, à travers ton père, qui a un mode de vie de 12 étapes. Oui. Est-ce que tu as le même genre de mode de vie, toi aussi? Bien, je pense que sans aller dans toute la philosophie AA, les 12 étapes, les 12 promesses, je trouve qu'il y a beaucoup de beau là-dedans, puis je pense que c'est une belle façon de vivre. Je te dirais que de vivre de l'abstinence de drogue et d'alcool vient aider un petit peu à ce que je te donnais comme exemple là, de la rivière qui a un focus à la fin puis que son embouchure, elle est très, très, très dirigée. Mais je pense d'enlever la drogue et l'alcool de ma vie m'a permis de moins m'éparpiller, de moins me geler, de moins fuir ou de geler mes émotions, mais de vivre plus à jeun. High on life, comme on dit si bien. Et d'éliminer ce qui contribue à ton mal-être, c'est la première étape qui mène vers le bonheur. Identifie les causes et les conséquences de ton mal-être, élimine-les de ta vie. Après ça, une fois que tu as éliminé le superflu négatif de ta vie, concentre-toi sur ce qui te rend heureux, ce qui te fait être bien dans ta tête, bien dans ton cœur. Et plus tu le fais, plus tu nourris cet aspect-là, bien, plus tu es heureux. Mais c'est une hygiène, c'est une discipline. Est-ce que c'est forçant? Ça ne devrait pas être forçant, mais je fais un effort. Puis il y a une nuance entre forcer et faire un effort. Je force plus dans ma vie maintenant, mais je fais des efforts par contre.
Ce bloc s'appelle du jus, s'il vous plaît. Et tu m'en as déjà donné pas mal. Oui, du jus. Du jus. Et je sais que tu l'as quand même dispersé à tout vent, ton jus. OK. C'est que t'es niaiseux. Je sais. T'as pas dit ça pour vrai? Oui, je le sais. Oui, je le sais. Mais t'es mon chum. Puis je l'ai dit au début de l'émission, ça se pourrait que ça dérape, alors voilà. Ouais, c'est bon. L'être humain est la somme de ses expériences, mais aussi de ses réflexions. T'en es un bel exemple. C'est beau, ça. Parmi les 3 moments cruciaux que je t'ai demandé de me parler, en fait, de me dire, on va en discuter. Il y a d'abord la mort de ta mère, alors que toi, tu avais 26 ans, ta mère en avait 49. Ouais. Ça a été un moment pivot dans ta vie. Oui. Je pense que à ce moment-là, c'était la première fois, à part, mettons, d'avoir assisté à la mort d'un animal quand j'étais plus jeune. C'était pas brutal, c'était un petit lièvre qu'on avait adopté quand je vivais en Australie pendant quelques mois, puis il est mort dans mes mains. Il a arrêté de respirer. C'était la première fois que je voyais un être arrêter de respirer, puis c'était très ordinaire, hein? Tu sais, il respire, puis arrête de respirer. Voilà. C'est juste ça, la mort, hein? C'est souvent très, très ordinaire. Par contre, l'attachement que j'avais avec ce petit lièvre-là, qui m'a quand même fait verser quelques larmes, parce que ça m'avait fait de la peine de le voir mourir, c'est d'aucune mesure comparable avec ma mère. Écoute, là, j'ai 26 ans, puis je suis déchiré. Il y a un petit peu comme du déni. Je voulais pas voir que ma mère allait mourir. Ouais. Et c'est très sincère. Je pense que je ne voulais pas le voir. Ça fait mal. Bien, clairement que ça fait mal. Ça fait tellement mal que quand ma mère est décédée, puis je suis arrivé devant son corps inerte, qui respirait plus, à l'hôpital, ce moment-là, j'avais l'impression qu'on m'arrachait d'une partie de mon cœur. Physiquement, c'est vraiment comme s'il y avait une main qui venait chercher mon cœur puis qui le tirait à l'extérieur de moi. C'est ça pour moi, la mort. Et ça fait peur, ça fait paniquer, ça dérange. Tu deviens zombie là, dans cette zone-là. Et tu t'en es longtemps voulu, justement, de ne pas avoir assisté à la mort de ta mère, de ne pas avoir été là, en tout cas, dans les derniers moments. Je ne sais pas si je m'en suis voulu de ne pas avoir été là, mais je m'en suis voulu et j'ai fait de la culpabilité de ne pas avoir eu la force d'être là. Ouais. À ce moment-là, je pense que j'avais pas les moyens, les outils, j'avais pas... pas équipé pour faire face à ça. Non, j'étais pas équipé pour faire face à ce moment du départ de ma mère. Et ce moment-là a été un enseignement extrêmement puissant par rapport à la mort. Ça vient te donner un coup de 2x4 d'en face, puis ça te dit que ça va t'arriver. Si ça vient d'arriver à ta mère, you're next. Ouais. Ça va arriver. Tu sais pas quand, mais ça va arriver. Donc, c'était le premier gros enseignement que j'avais de la vie qui me disait « la mort va t'arriver ». Toi, tu l'as eu à 26 ans, moi, je l'ai eu à 10 ans. Ouais. Moi, ma mère est morte alors que moi, j'avais 10 ans. Ça a créé chez moi une urgence de vivre. Est-ce que c'est la même chose chez toi? Une urgence de vie, mais mélangée, teintée aussi d'une quête de sens, de trouver un sens à ma vie, trouver le sens de la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi le but de la vie? Ouais. À quoi ça sert, cette affaire-là? À quoi ça sert, cette affaire-là? Où est-ce qu'on s'en va une fois qu'on meurt? Ouais. Donc, toutes ces questions existentielles-là, je suis tombé dedans. Puis là, j'ai commencé à lire là-dessus. Et ça a été la première grande semence que je venais de planter dans mon cœur, ou qu'on venait de planter par cet événement-là, qui m'a amené à faire de l'accompagnement de fin de vie. Parce que cette quête de sens-là que je faisais, j'ai reconnecté avec cette quête-là dans l'accompagnement avec les enfants puis des personnes en fin de vie. Clairement. Tu l'as pas été avec ta mère, mais tu l'as fait avec plein de gens depuis. Oui. Je sais, pour l'avoir vécu à quelques reprises, moi aussi, on sort pas là... comment je te dirais? Ça nous change de voir quelqu'un mourir devant soi, de prendre son dernier souffle et de ne pas en prendre un autre. Là. Je dois dire que c'est une des choses les plus traumatisantes et à la fois les plus spirituelles que j'ai eu à vivre dans ma vie. C'est la même chose pour toi? Avec raison. Avec raison, puis souvent, la mort est assez ordinaire. Hein? C'est un corps qui est devant toi, qui respire, qui expire, qui respire, qui expire, puis qui respire plus. Puis c'est fini. C'est fini. C'est aussi là. Ordinaire que ça. Par contre, ce mince filet d'air que la personne prend errant, on est tous accrochés à ça quand on est autour du lit. Et c'est tout ce qui nous reste du vivant de la personne qui est en train de nous quitter. Et c'est cette même angoisse, panique, peur, ce côté impuissance que j'avais quand ma mère est décédée, que j'ai retrouvé à chaque fois autour du lit d'une personne qui est en train de mourir. Quand je regarde les gens autour, cette espèce d'angoisse, cette panique, cette peur, je l'ai reconnue. Alors, quand tu reconnais cette peur-là, tu es beaucoup plus outillé. Si tu es en paix avec ce que tu as vécu, ce qui t'a marqué, tu es plus outillé pour l'accompagner chez l'autre. Tu peux pas rester insensible à ça, par exemple. Jamais. Bien non, il ne faut pas. Ouais. Tu peux pas être insensible. Puis de toute façon,
l'engagement affectif, spirituel, amoureux dans le sens large du mot amour que tu fais auprès d'un enfant en fin de vie et de ses proches, de sa famille, bien, je pense que ça demande plus d'énergie de bâtir des murs pour te protéger que d'ouvrir ton cœur totalement puis de t'abandonner à cette expérience de la vie qui est extraordinaire et qui est un immense privilège. Quand on te dit, toi, Éric, j'aimerais ça que tu sois à mes côtés quand je vais mourir, quel cadeau qu'on est en train de t'offrir. Ça veut dire que ta présence est une force et d'une bienveillance et d'une lumière pour moi qui suis un petit peu dans les derniers moments de ma vie, en plus. Ouais. C'est drôle parce que tu me rappelles que j'avais fait, tu te souviens, j'avais fait M. Showbiz à l'époque, puis Marcel Béliveau se savait condamné d'un cancer. Je pense qu'il restait, je sais pas, 5 mois. Puis quand il est venu en studio, ma première question, ça a été de demander, voyons donc, pourquoi tu as accepté de venir ici en studio alors que le temps est compté? Mais il m'a dit, écoute, je sais que pour la prochaine heure, je vais faire quelque chose que j'aime. Et pour lui, c'était important. Tu sais. Et j'ai senti que c'était... comment je te dirais? C'est vrai que dans ces derniers moments-là, il faut faire des choix déchirants quelquefois, des choix qui sont peut-être même un peu plus évidents, mais il faut faire des choix. Tu crois-tu à la réincarnation rapidement, juste comme ça, en passant? Oui. Bien, en fait, c'est difficile de croire en quelque chose que tu n'as pas les preuves de. Oui. Mais je trouve que ça fait du sens. Il y a de la réincarnation dans le bouddhisme. Oui, tout à fait. Oui. Puis, mais je trouve que ça fait du sens de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe après la mort. T'sais, souvent, on pose la question aux gens, bien, on va jouer au jeu des opposés. C'est quoi l'opposé de la mort? Les gens vont dire la vie, généralement. Mais ça serait pas plutôt la naissance? Parce que si tu as une porte qui s'appelle la mort... Oui, c'est vrai, la naissance. Puis tu as une porte qui s'appelle la naissance, la vie, elle est là. On ouvre la porte de la naissance, tu continues de vivre. Puis là, il y a une porte qui s'appelle la mort. Elle s'ouvre pour passer à travers. Donc, il y a une vie après... Moi, je trouve que c'est logique de penser qu'il y a une vie après cette vie-ci. Sous quelle forme? J'ai aucune idée. Ouais. La réincarnation fait du sens, mais de là à dire j'y crois dur comme fer, j'ai pas les preuves, tu sais. Par contre, je trouve que ça fait du sens, puis de penser que, oui, j'étais probablement quelque part avant, puis que je vais être quelque part après. Moi, je trouve que ça fait du sens, c'est que ça fait que... comment je pourrais te dire? Ben, je trouve ça moins niaiseux que de dire, ben non, après ça, c'est fini. T'sais, on éteint la lumière, mais il n'y en a plus, là. Oui, puis si je comprends qu'il y a des gens qui croient à ça, puis ils ont raison d'y croire. Ouais. Mais sauf que moi, je suis habité par une forme de croyance que c'est possible que ça arrive, ça, cette espèce de patente à gosse-là. Dans les autres sujets dont tu veux jaser, bien, des moments, en tout cas, des moments changeants de ta vie, il y a ta perte de poids à l'âge de 28 ans, on en a glissé un mot tout à l'heure. Même discipline depuis ce temps-là? Même, est-ce que tu... C'est drôle, une des affaires qui m'a le plus marqué de toi, Jean-Marie, tu te souviendras, tu me l'avais dit, c'est que malgré le fait que tu es hyper cote, que tu es très en forme, pendant longtemps, tu t'es vu obèse malgré le fait que tu ne pesais, tu veux dire... 150. 150 livres, là. Bien, c'est le principe du miroir déformant. En parlant à des personnes, des jeunes filles qui souffrent d'anorexie, c'est vrai. Elles ne se voient pas comme leur corps. Mais là, tu te vois-tu aujourd'hui? Ah, ben écoute, je vois ce que je peux améliorer, mais je vois aussi que je suis quand même gâté. Puis il y a le vieillissement qui Oui, bien c'est sûr, j'ai 48 ans. Je peux pas rivaliser avec un petit jeune de 22 ans qui s'entraîne 20 heures semaine. C'est normal. S'il est dans sa force d'athlète professionnel ou amateur. Sauf que, oui, j'avais cette espèce d'image déformante de ma réalité. Ma perception était atteinte. Mais tu sais, quand tu été 15-20 ans dans ta vie obèse, où tu avais souffert d'un embonpoint, puis qu'en espace de 8-10 mois, tu changes, mais tu sais, bout pour bout, j'ai changé de garde-robe 3 fois en espace d'1 an. Alors, c'est vrai que dans ta tête, tu te vois encore gros ou gras, tu sais. Ça a pris des années avant que je réalise qu'effectivement, c'est un ancien corps, c'est une ancienne vie. Ça a pris des années, complètement. Il n'y a pas quelque chose d'un peu égoïste là-dedans aussi? Par rapport? Dans ce culte du corps que l'on peut avoir après avoir été assez gros, d'avoir perdu Bien, autant. il est normal, cette espèce de quête égoïste ou ce culte du corps quand on vit dans une société où c'est tellement valorisé. C'est vrai. Ta beauté, ta jeunesse, ta cotitude, la façon d'être cute, de plaire, autant les hommes qu'aux femmes, que c'est clair que ça laisse des traces, les messages qu'on nous bombarde quotidiennement. Puis on ne tombe même pas dans le Photoshop, les photos retouchées, mais juste l'image qu'on nous envoie, c'est un signe de popularité, de richesse. Tu vas être aimé, tu vas être adulé, tu vas être apprécié parce que t'es mince, t'es beau, t'es cote, t'as des tout en plastique, peu importe, tu sais. Ça fait pas de toi un être plus riche en dedans, par exemple. Absolument pas. C'est ça. Absolument pas. Non, au contraire.
je dis merci à la vie de me donner une bonne santé, de pouvoir me permettre de m'entraîner, de pouvoir même... J'étais quand même conscient dans mes années de séducteur, de savoir que je pouvais attirer à moi des belles femmes. C'est sûr que d'être cote, puis d'être cute, puis d'être musclé, c'est grisant, puis que ça attire à toi. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu comme... Je pense que d'être une belle femme ou d'être un beau gars, ça vient avec des responsabilités. Puis c'est facile d'en abuser. Mais je dis souvent, et tu le sais, bon, tu connais ma fille Ariane, l'important, c'est pas ça. C'est pas l'emballage, c'est le cadeau. Donc, c'est au-delà de l'emballage. Parce que l'emballage, inévitablement, avec le temps, il va se faner un peu, peut-être. Ouais. Peut-être même beaucoup. Puis tu donnes un exemple, Ariane. C'est un mannequin, là. Ma fille Ariane, pétard, oui. là. Oui, c'est une belle fille. Très belle fille. Mais il faut c'est-à-dire que si tu l'as, la beauté, tu l'as, c'est un cadeau, là. Oui. Mais en même temps, développe l'intérieur, sinon les gens vont s'arrêter qu'à l'enveloppe extérieure. Tout à fait. On va reparler tout à l'heure de l'accompagnement d'enfants en fin de vie, mais je vais peut-être revenir sur tes citations. D'abord, tu l'as dit, celle de Gandhi, le bonheur, c'est lorsque mes pensées, mes paroles et mes actions sont en harmonie. Donc, c'est le corps, La cohérence. Le corps, l'âme et l'esprit, c'est tout Oui. ça? Oui, mais aussi dans l'action. C'est-à-dire que c'est une forme extrême de cohérence. Moi, je la trouve extrême, pas dans le sens c'est fou, c'est ça, la réussir sa vie. C'est ça que ça devrait être ça, puis ça devrait être ça, réussir sa vie. Robert Cummings, ce que j'ai appris de toi m'aide à vivre sans toi. Chaque personne qui nous quitte nous laisse quelque chose, c'est sûr. Clairement. Puis que quand je pense à ma mère, quand je pense aux enfants que j'ai accompagnés, ce que j'ai appris de ces gens-là, de leur vivant, m'habite aujourd'hui, me fait me remémorer leur beauté, leur bonté, leur lumière, puis me donne des outils aussi pour être encore plus aimant, être encore plus doux, encore plus patient, tolérant. J'ai eu des belles leçons de vie grâce à ces gens-là. Puis ma job, c'est d'être un canal, de le partager, de partager ces sources de joie et de bonté. Puis de ne pas le laisser à côté, de ne pas te servir de ces outils-là que ces gens-là t'ont donné, de ces réflexions-là aussi, c'est important. Ouais. Et puis, dernière phrase de Mère Teresa, ne laissez jamais quelqu'un venir à vous sans qu'il ne reparte meilleur et plus heureux. Ça, là, si on n'avait qu'à pratiquer juste cette citation-là, cette façon de vivre-là, ça te fait être vigilant. Tu es beaucoup plus conscient de ce que tu dis, ce que tu fais quand tu rencontres d'autres personnes. Tu es moins dans l'égoïsme, tu es dans le don, tu es dans l'écoute, tu es dans la générosité et tu es aussi dans la possibilité de tendre ta main à tout bout de champ. C'est ça, cette prière-là. Et c'est simple, c'est simple. Mère Teresa disait, l'important dans la vie, c'est pas de faire des grandes choses, faire des petites choses, mais avec un grand cœur. C'est ça, l'humilité. C'est ça que j'aime de ma tante Cécile. C'est ça que j'aime de Mère Teresa. Je veux dire, si eux autres l'ont fait, c'est des êtres humains comme toi puis moi. On est capable d'émuler, de s'inspirer de ces gestes-là. Et à notre plus grand bonheur, c'est qu'en retour, on va être beaucoup plus heureux aussi. Plus on pense aux autres, plus on est heureux, puis plus on pense qu'à soi, plus on est misérable. C'est aussi bête que ça. On est dans le dernier droit de cette émission avec mon ami Jean-Marie Lapointe. Je suis obligé de garder mon carton proche de moi parce que je veux pas qu'il regarde, parce que je veux quand même te surprendre. C'est le bout qu'on appelle « On presse le citron », 10 questions rafales que j'ai taillées sur mesure pour toi, Jean-Marie. Ce sont génie en herbe. Ce sont des mots M-O-T-S ou des mots M-A-U-X de ta vie. J'aime ça. On part avec déficience. Oui. T'est-il déjà arrivé de sentir qu'une personne handicapée avait quelque chose que toi-même tu n'avais pas? Clairement. Comme? Bien, beaucoup de joie de vivre. J'ai rencontré des gens qui avaient des limitations physiques et même intellectuelles qui dégageaient une telle joie de vivre, une telle énergie, un optimisme débordant. Tu peux pas généraliser, là. C'est pas vrai que du jour au lendemain, tu perds l'usage de tes jambes, que tu vas automatiquement être heureux. Ouais, tu ne pogneras pas le fou rire, là. Non, effectivement. Par contre, oui, ces gens-là l'avaient de façon... ça avait l'air incarné. Ça avait l'air être incarné. Et il y en a qui m'ont dit, ma vie... depuis que j'ai perdu l'usage de mes jambes, est beaucoup plus significative. Il y a des gens qui disent ça, puis tu fais, voyons donc comment ça se fait. Ouais. Ça doit être vrai s'ils le disent. Bien, je pense que c'est des gens qui ne sont plus éparpillés aussi. Ouais. C'est des gens qui ont compris aussi que la vitesse à la grande V, là, la grande vitesse, on a tout le temps à faire tout vite. Excuse, mais quand tu viens de perdre l'usage de tes jambes, ça change le rythme tu n'as juste plus le choix. de l'exécution de tes tâches quotidiennes. Tu es au rythme des autres, souvent, qui vont venir t'aider. Puis tu apprends à t'abandonner à l'aide que les autres peuvent t'offrir. Anorexie et boulimie.
Oui. Lorsqu'on a souffert de troubles alimentaires, notre rapport avec la nourriture reste-t-il trouble pour le reste de nos jours? Pas du tout. Pas du tout. Es-tu une exception, Jean-Marie? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont être pris avec ce mal à être là pour peut-être le restant de leur jour. C'est un peu comme il y a des gens qu'on ne guérit pas de l'alcoolisme, de la toxicomanie. Il y en a qui meurent. Par contre, le rapport avec la nourriture est directement et intimement lié avec le rapport que tu as avec toi. Alors, comment tu te traites? Comment tu t'aimes? C'est quoi la petite voix qui te parle? Le ton et le timbre de ta voix dans ta tête, est-il doux ou il est jugeant? Es-tu agressif ou il est apaisant? J'avais souvent entendu que l'anorexie, particulièrement pour les jeunes filles, j'imagine que c'est la même chose pour les jeunes gars aussi, là, c'est souvent le rapport avec le parent. Il y a un parent qui est peut-être très autoritaire. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est plus complexe que ça. C'est prouvé aussi avec des parents qui ont eu des problèmes de dépendance de drogue et d'alcool, peut avoir une incitation, une incidence, c'est-à-dire sur l'enfant. Par contre, on apprend vite dans le mouvement des thérapies, des alcooliques anonymes et tout ça, les 12 étapes. Mais au-delà de ça, dans ces groupes d'entraide-là et dans la relation d'aide, on apprend beaucoup à faire la différence, donc user de discernement entre la voix qui est saine dans ta tête et celle qui est pas saine, le crosseur. Là. Donc, le crosseur en toi... Oui, d'ailleurs. Et de faire la différence et la distinction entre ces deux voix-là n'est pas toujours évident. Non, c'est ça. Et plus tu fais cette distinction-là, tu es capable de discarter la méchante voix ou celle qui t'a vu du mal, appelle ça l'ego si tu veux aussi, bien, plus tu laisses place à une douceur. Et c'est pour ça que je te dis, le lien avec la nourriture que j'ai maintenant n'est pas le même, parce que le lien que j'ai envers moi n'est pas le même. C'est ça. Plaisir, tu es un hédoniste. À quoi n'as-tu pas encore vraiment goûté comme plaisir de la vie? Je pense d'être parent. J'ai pas encore goûté à avoir un enfant. Est-ce que je vais y goûter un jour? Je ne sais pas. Je suis ouvert. Tu sais, on dit souvent be open to what comes next. T'sais. Sois donc ouvert à ce qui se présente parce que à toi. si tu ne l'es pas, tu viens de fermer la porte. Bon, alors moi, je suis ouvert à tout ce qui va se présenter à ma vie. Si je vais être en couple, si je vais avoir des enfants ou pas. Et je vais tâcher de tirer le meilleur des deux situations, que j'ai ou non des enfants. Mais ta question, c'était par rapport... Par rapport à quoi n'as-tu pas vraiment goûté comme plaisir de la vie? C'est bien, si tu me parles de la famille, effectivement. Oui, je pense que ça va au-delà d'un plaisir, là, mais effectivement, j'ai pas encore goûté à ça. La dépendance, est-elle génétique ou acquise selon les épreuves de la vie, selon toi? Très bonne question. J'ai pas de réponse à ça scientifique. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que tu peux avoir souffert de dépendance, de par ton milieu, de par ton insécurité, de par plein de facteurs qui sont à la fois internes et externes. Mais il faudrait demander à un scientifique pour savoir les dernières nouvelles. Parce qu'on ne le sait pas encore. Hein? Non, moi, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Vérité, qu'est-ce que tu ne caches plus? Ma vulnérabilité. Oui, ma sensibilité, ma vulnérabilité. Puis mon intensité. Amour. Qu'est-ce que tu comprends de l'amour que tu ignorais auparavant? Je pense que maintenant, l'amour, je réalise que c'est beaucoup plus un don de soi. Tu peux pas quêter l'amour. Tu peux pas demander d'être aimé. Mais ça devient comme une récompense. Commence par donner. Commence par aimer. Je pense que c'est plus ça. Le plus bel enseignement de la vie, c'est si tu veux de l'amour, donne-en. Comme tu me disais tout le temps. Tu veux être heureux, c'est comme du sucre à crème. C'est ça. Fais-toi-en. Si t'en veux, fais-toi-en. Tu n'as pas encore trouvé l'amour avec un grand A et pourtant, tu as eu plusieurs femmes qui auraient pu être ce grand amour-là. Ouais. Quand tu regardes ça en rétrospective, tu fais c'était pas de leur faute, c'était juste ma faute. Ou c'était juste parce que je n'étais pas prêt à ce moment-là. Exactement. Puis il y a un paquet de circonstances qui ont contribué à ce que je ne sois pas matché. Mais en même temps, peut-être que je ne l'ai pas rencontré. Peut-être que j'ai scrappé des relations potentielles et peut-être que j'ai juste pas rencontré la bonne personne. Okay. Parce que j'en ai eu des relations avec qui j'ai été vraiment en amour, où j'ai été comme habité de me lancer dans cette aventure-là, puis je me posais pas de questions. Mais si ça n'a pas duré, il y a probablement une partie qui s'explique par mes comportements ou par mon inaptitude à me lancer complètement, peut-être. Je te mène vers les femmes. Elles sont nos remparts ou nos écueils. Décris-moi celles dont tu rêves pour finir tes jours à ses côtés. Moi, je vais te répondre par la plus belle réponse que j'ai entendue l'année passée, qui vient de notre cantatrice artiste Nathalie Choquette. Et depuis, je la cite
à tout moment. Vas-y. Elle m'a dit, Jean-Marie, ce que ça te prend et ce que je te souhaite, c'est une femme avec qui tu auras le TCC équilibré. TCC, pas un traumatisme crânien, pareil. Elle dit non, tête, cœur, cul, équilibré. C'est vrai. Tête, cœur, cul équilibré. Parce que, un peu comme ton trépied, Oui. si tu as trop de tête, pas assez de cul, ça ne marchera pas. Si tu en as parlé, on s'en a parlé, si tu as trop de cul Ouais. puis pas assez de cœur, ça ne marchera Ça pas. marche pas non plus. C'est l'équilibre, c'est cette espèce d'équanimité entre la tête, le cœur et le cul. Et le corps, en fait. Ben, c'est le cul, ça, pas Oh, Alice. je sais bien. Bon, elle a mis à faire. Mais ça, je te dis, TCC équilibré, Nathalie Choquette, je te cite et je te le répète, c'est ce que je me souhaite. OK. Famille, t'as pas eu d'enfant. Est-ce que c'est un revers? Reste que je suis nerveux à la fête des pères, hein? Oui. Ben, Ben coup, oui, le tout d'un coup, ça téléphone cogne à la sonne. porte. Ça cogne à la porte. Me ressemble donc bien, ce petit bouclier-là. Bon, t'as pas eu d'enfant. Est-ce que c'est un revers, un hasard, ou c'est dans la logique des choses, selon toi? Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir à la logique des choses et à la vie. La vie est faite de surprises et c'est pas parce que j'ai pas essayé. J'ai réussi à mettre des femmes enceintes. Je sais que je suis capable de faire des petits. Ça n'a pas fonctionné avec certaines personnes, dont Josée, celle avec qui j'étais marié à l'époque des Oui, fils à papa. c'est vrai. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Je pense que mon système reproducteur ou reproductif fonctionne très bien, mais ça n'a pas donné, là, présentement, de concret. Et il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, c'est ça. Je suis ouvert à la situation actuelle qui fait que j'ai pas d'enfant. Le danger, c'est de s'apitoyer. Pauvre de moi, j'ai pas eu d'enfant. Telle fille, je l'ai laissée. Ou telle fille m'a laissé. Ah, je suis donc une pauvre victime. Hey, ça, là, c'est une spirale qui mène vers le bas. Enfant. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui meurt? Eh boy, j'ai deux réponses à t'offrir. On dit pas grand-chose. Mais on dit merci. OK. Je peux dire merci à la personne qui me fait ce cadeau-là, d'être avec elle à ce moment-là, puis de dire « je ne t'oublierai pas ». Dire qu'à cette personne-là n'est pas venue pour rien et elle ne meurt pas pour rien, puis que je vais toujours l'aimer. Parce que c'est une grande peur de personnes qui nous quittent. Elles ont peur d'être oubliées. Johanna, c'était ça. Puis je pense que c'est la peur d'être oubliée qui peut entacher ton départ. Mais quand tu sais que tu ne seras pas oublié puis que tu vas être aimé, malgré la disparition du corps, je pense que tu fais un beau cadeau. Si vous avez apprécié cet échange, dites-vous que vous allez encore plus aimer ce livre que j'ai entre les mains, qui a pour nom « Je ne t'oublierai pas », que j'ai lu, écoute, d'un couvert à l'autre, Jean-Marie, sans blague. Je me suis installé chez nous dans le sofa. J'ai fait « Oh, je vais commencer à le lire un peu », puis je ne l'ai pas lâché jusqu'à la fin. C'est bon? C'est tout juste si j'ai été à la toilette puis j'ai mangé entre temps. wow! C'est un livre qui se lit très bien. C'est un livre aussi, parce qu'une fois qu'on le dépose, on se dit « Wow! » Ce que j'ai aimé là-dedans, d'abord, c'est ta grande ouverture, ta grande vérité. Tu t'en as glissé un mot. Tu as avoué des choses qui n'étaient pas faciles. Tu t'es mis à nu, c'est le cas de le dire. Mais ce que ça nous fait prendre conscience aussi, et tu l'as mentionné pendant l'entrevue, c'est que chaque geste que l'on pose peut être un plus autour de nous. Puis c'est ce que tu fais à tous les jours et depuis toutes ces années que je te vois aller. Tu vas avoir 50 ans dans 2 ans. Ah, c'est... Ça te fait tuer? C'est quelque chose, hein? Ben moi, je sais que ça a été un... Moi, je te dirais... C'est une claque sur la gueule, mais un coup de pied dans le derrière, en même temps, là, tu sais. Mais c'est quelque chose parce qu'effectivement, tu te dis, là, je suis rendu vieux, là, je suis rendu un homme, là, je suis rendu... Puis pourtant, j'ai pas l'impression Non, c'est ça. d'avoir quitté le petit garçon en moi. ça. J'ai encore cette capacité d'être émerveillé. Ouais. Puis sais-tu, c'est une des choses qui me faisait peur de perdre quand j'étais plus jeune. J'espère ne pas vieillir puis de ne pas perdre cette capacité-là d'être énervé en faisant du kayak, être excité devant une Ferrari ou triper quand je mange un morceau de gâteau au fromage, de ne pas perdre cette capacité d'être émerveillé. Ben, c'est ce qu'on appelle le goût de la vie, non? Oui. Hein? Parce que, dans le fond, on vieillit pas vraiment, on devient amer. C'est ce que j'ai souvent vu. Ah, c'est triste, Des ça. gens vieillissants. Ça me faisait peur. Oui, ça. je peux comprendre que ça puisse te Ouais. faire peur. En tout cas, ça, c'est un deuxième exercice. Tu as fait des documentaires sur tout le monde. Est-ce qu'éventuellement, tu en ferais un sur toi? Bien, ça a déjà été fait il y a quelques années à Canal Vie. J'ai pas vu. Puis c'est un petit peu c'est drôle parce que ça serait le sous-titre du livre. La série s'appelait Ces rencontres qui transforment une vie. Puis effectivement, Ah, ben oui, je me souviens de cette série-là. à Canal Vie, c'était un documentaire
pas sur moi, mais sur mes causes, les personnes importantes. Justement, ma tante Cécile était là-dedans, mon père était là, le bateau dragon était là, le bénévolat était là. Donc, c'était un portrait de ma vie il y a 2-3 ans. Et alors là, je l'ai mis un petit peu en mots sur un livre, mais effectivement, ça s'est fait. Donc, il faut passer à autre chose. OK. Chronique dans l'émission, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux à ta vie avec Christine Michaud, que j'ai reçue ici d'ailleurs comme invitée. Ouais. C'est le fun de faire son émission. Ah, mon Dieu. Puis c'est le fun de faire une émission où c'est un happy ending du début à la fin. Oui. Je veux dire, c'est feel good, tu te sens bien, c'est positif, c'est riche. Et il n'y en a tellement pas de ce genre d'émission-là en nombre. On est chanceux, puis je suis chanceux de faire partie de l'aventure. On va te voir en tant que comédien dans Les Beaux Malaises de TVA. Oui, Avec Martin et Matt. un épisode. Porte-parole du défi sportif Altergo. Altergo, excuse-moi, fin avril à Montréal. Défisportif.com pour tous les détails. Tu es aussi porte-parole du Centre Le Grand Chemin. Oui. Avec Jean-Pierre. Non, avec Pénélope McQuaid. Ah oui, c'est vrai. Mais le Centre Grand Chemin, c'est... Bien, c'est anciennement les Centres Jean Lapointe qui ont changé de nom. Ah, c'est ça, Alors, OK. avec Pénélope, on est les deux OK, je comprends. porte-parole. Et puis, on va te voir dans un film, justement, un documentaire sur un jeune homme qui a pour nom Miro, qui a pour nom Un sourire pour Miro, qui va être sorti en 2014. Qui était Miro? Miro est un petit garçon qui avait un gliome du tronc cérébral infiltrant, une maladie très, très rare dans le cerveau, qui était une tumeur inopérable. Donc, il était condamné. Il le savait. Et bien, il l'a su quand même dans l'évolution de sa maladie, mais le plus touchant de ce documentaire-là, c'est ses deux meilleurs amis, Nicolas et Bastien, qui voulaient rendre hommage à leur meilleur ami, puis aussi étaient un peu frustrés de savoir, mais c'est quoi la science? Comment ça se fait qu'on ne guérit pas un enfant comme ça? Ils trouvaient ça un petit peu épouvantable. Alors, c'est le regard de deux petits garçons sur leur meilleur ami qui est en train de mourir d'un cancer. Et toi, tu y participes? Bien, j'y participe. On est toute une petite gang à vouloir aider ces garçons-là. Tu fais toujours des conférences sur le bénévolat. Oui. Et puis, je veux dire aussi à nos téléspectateurs que si vous avez des commentaires ou des choses à nous dire sur l'émission, vous pouvez communiquer avec nous, soit par la page Facebook, nous écrire à info@tvrl.ca. Et pour terminer, je termine toujours ça avec une citation. La tienne, que j'ai trouvée, elle est de Bouddha. Bouddha. Ton grand chum. Oui. Celui qui est maître de lui-même est plus fort que celui qui est le maître du monde. Oui. Et je pense que c'est ça que tu es en train de devenir. De devenir. Oui. Maître de toi-même. Maître de moi-même, oui. C'est une moyenne commande. Moyenne commande, mais Mais c'est faisable. ça se fait. Si Bouddha l'a fait, qui était un humain, moi, je peux le faire. Si Jésus était capable de le faire, on peut le faire nous autres aussi. On se redonne rendez-vous dans 10 ans? Pas question. Avant Non, ça. on va se voir avant ça. Oui, mais je parle en Yes. émission. Ah oui? Ah ouais. Tabarouette, hey, c'est le fun. Merci, mon T'as ami. bien fait ça, le grand. Toi avec. Merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre. On n'est pas pressé. Bye.